Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo comme je vous l'avais promis il y a un petit moment, pour flasher la fake GTX 750 Ti, donc cette carte graphique qu'on m'avait envoyée il y a quelques temps maintenant, dont j'avais fait une première vidéo. D'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir avant de regarder celle-là si vous voulez en savoir plus sur cette fake 750 Ti. Et donc, je l'avais dit dans la vidéo que j'allais essayer de flasher le BIOS de la carte graphique pour essayer de la ramener à la vérité. Enfin, comment on pourrait dire ça? On va essayer de défaker la carte graphique, puisque c'est un fake, on va essayer de la ramener à la non-fake. D'ailleurs, ça fait un peu penser à Defecator, excellente chaîne YouTube d'ailleurs, mais nous aussi on va déféquer sur des fakes. Alors si vous ne connaissez pas l'histoire, rapidement pour récapituler un petit peu, cette carte graphique est une fake GTX 750 Ti, c'est-à-dire qu'elle a été vendue comme une GTX 750 Ti et elle a été modifiée, en tout cas le BIOS vidéo a été modifié pour que la carte soit reconnue et se fasse passer comme une 750 Ti. C'est un peu la définition d'un fake en fait. C'est-à-dire que quand vous démarrez le PC, vous avez un écran de boot où c'est bien écrit GTX 750 Ti, c'est bien écrit noir sur blanc, enfin plutôt blanc sur noir dans le cas là d'ailleurs. Et quand vous allez sous Windows, la carte est détectée comme une 750 Ti. D'ailleurs, Windows installe les pilotes d'une 750 Ti. Le problème, c'est qu'en dessous, c'est pas une 750 Ti. Le GPU qu'on a, c'est un GF116. On est plutôt sur une carte graphique donc plus ancienne déjà, architecture Fermi, donc on est plutôt sur une carte autour de 2011, et surtout c'est plutôt une GTX 550 Ti, donc on est quand même assez loin d'une 750 Ti. Alors cette arnaque elle est assez connue, vous avez été nombreux à mettre des commentaires sous la dernière vidéo, également à mettre des liens qui redirigent vers d'autres cartes graphiques qui sont les mêmes que celle-là en fait. Et en fait cette carte graphique elle est vendue sous plein de noms différents, alors ici celle que j'ai elle se fait passer pour une 750 Ti. Évidemment, on la trouve également, la même carte, on la trouve sous le nom, alors de tout ce que j'ai repéré, je l'ai trouvé sous le nom de GTX 660 Ti, 750 Ti, 950, 960, 1050 et 1050 Ti. J'ai trouvé donc cette carte graphique vendue sous tous ces noms-là, alors qu'il s'agit de la même arnaque. Alors cette carte graphique, en plus d'être une fake, c'est une carte graphique qui est en plus bâtard, parce que c'est censé être une 550 Ti, c'est-à-dire qu'on a le PCB d'une 550 Ti, on a le GPU, un GF116, etc. Mais c'est pas une 550 Ti jusqu'au bout. Si vous vous souvenez de la première vidéo, on avait vu que sur le PCB, il y avait 4 puces de mémoire vidéo, 4 puces de GDDR5 pour un total de 1 gigaoctet. D'ailleurs au passage, on avait vu qu'il y avait des inscriptions en chinois décrites sur les puces, elles ont été décryptées par l'un d'entre vous dans les commentaires, et il semblerait que ça veuille dire ne fonctionne pas, ne démarre pas. Donc ça confirme ce que j'avais dit, comme quoi c'est des puces qui sont de la récup en fait et qui sont mises là-dessus alors que bon, elles ne devraient pas vraiment être utilisées. Mais bref, on avait vu qu'on avait 4 puces de GDDR5. Et ça c'est un problème parce que sur une vraie GTX 550 Ti, le bus vidéo est de 192 bits. Or, chaque puce de mémoire peut utiliser 32 bits de bus. Sur une vraie GTX 550 Ti, imaginons une version 1 gigaoctet, sachant que pour les versions 2 gigaoctets, eh bien c'est tout simplement doublé. Pour une version 1 gigaoctet, on va trouver 4 puces de 128 mégaoctets pour un total de 512 mégaoctets et 2 puces de 256 mégaoctets pour un total là encore de 512 mégaoctets. Et si on fait 512 plus 512, on obtient 1 gigaoctet. L'avantage c'est qu'en mélangeant comme ça différentes capacités, on va pouvoir utiliser 6 puces de mémoire et donc exploiter pleinement le bus de 192 bits. Je ne savais pas que c'était possible comme ça sur une carte graphique de mélanger différents types de puces de mémoire vidéo. Après tout, c'est possible avec nos RAM sur la carte mère, donc pourquoi pas avec de la mémoire vidéo. Le problème, c'est que comme on a un bus vidéo qui est amputé de 64 bits, eh bien on se retrouve tout simplement avec une carte graphique qui est en réalité plutôt une GT 545. La GT 545 étant la petite sœur de la 550 Ti, puisque comme différence, on a des fréquences qui sont un peu plus basses, une partie du GPU qui est désactivée, donc on a des unités en moins, et on a également le bus vidéo qui passe de 192 à 128 bits. Alors voilà pourquoi je dis que c'est une carte qui est un peu bâtard, parce qu'elle a tout d'une GTX 550 Ti, sauf qu'il manque 2 puces de mémoire vidéo pour obtenir une vraie complète 550 Ti. Donc voilà, ça risque d'être un petit peu plus compliqué que prévu de mettre un BIOS là-dessus, mais on va quand même essayer. Donc ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est qu'on va essayer de flasher le BIOS de la carte graphique pour que la carte graphique arrête de se faire passer pour une 550 Ti. Pour ça, on va utiliser un programmateur d'EEPROM. Ça va nous permettre de reprogrammer directement en hard le BIOS. Alors ce que je vais dire dans cette vidéo, donc sur la manière de reprogrammer, c'est valable pour reprogrammer à peu près n'importe quelle carte graphique et la plupart des cartes mères. Et enfin, avant qu'on passe un petit peu plus aux manipulations, pourquoi est-ce que je fais ça avec un programmateur en hard? Pourquoi est-ce que je vais directement reprogrammer la puce au lieu de faire ça comme je l'ai fait par exemple avec la GTX 460, comme j'ai fait avec NVFlash directement sous Windows? Eh bien tout simplement parce qu'avec toutes ces cartes graphiques fake, c'est impossible de flasher le BIOS avec NVFlash. Les outils qu'on utilise habituellement pour flasher les BIOS vidéo depuis Windows ne fonctionnent pas. Je ne sais pas comment ils font ça, mais d'une manière ou d'une autre, ils arrivent à verrouiller ce truc-là. Et c'est pas moi qui le dis, tous ceux qui ont essayé de flasher ce genre de carte graphique fake, on a tous eu le même problème, c'est que NVFlash ne fonctionne pas. Que ce soit sous DOS, sous Windows ou quoi que ce soit,
il n'y a rien à faire. Donc c'est pour ça qu'on va devoir reprogrammer ça en hard, et au moins ça va me permettre de vous montrer comment faire. Pour flasher notre carte graphique, on va avoir besoin donc de démonter la carte pour accéder à la puce de mémoire EEPROM qui contient le BIOS vidéo. Et une fois qu'on pourra accéder à la puce, on va utiliser un programmateur d'EEPROM pour changer le firmware qui est contenu à l'intérieur. Donc pour ça, j'ai décidé d'acheter un petit programmateur USB qui est un CH341. Donc c'est un petit programmateur d'EEPROM, ça se branche en USB, ça coûte pas grand chose. Le kit que j'ai ici, donc avec le programmateur plus la pince et les accessoires, ça m'a coûté un petit peu plus de 5 €, donc c'est pas très cher et ça permet de flasher 99% des cartes mères ou des cartes graphiques récentes. Donc si vous avez une carte mère ou une carte graphique avec un BIOS qui est mauvais, n'hésitez pas à utiliser un petit programmateur comme ça peut vous la sauver pour pas trop cher. Alors un accessoire très utile et même quasiment indispensable, c'est la pince pour EEPROM CMS, puisque on a beaucoup de cartes mères, enfin peut-être moins sur les cartes mères, mais quasiment toutes les cartes, enfin oui, même l'intégralité des cartes graphiques utilisent des petites puces d'EEPROM qui sont des puces CMS, donc qui sont soudées directement sur la carte en surface et qu'on ne peut pas retirer facilement. Enfin, ça peut se faire, il faut une station air chaud par exemple, mais c'est chiant à faire et puis tout le monde ne peut pas le faire. Pas en tout cas sans avoir les outils. Donc pour ça, vous pouvez utiliser une petite pince à CMS, ça coûte pas grand chose. Il y a même certains programmateurs qui sont vendus avec, comme ce que j'ai acheté ici. Et ça va permettre de directement venir se connecter sur la puce sans la sortir de la carte et de venir la reprogrammer. C'est super pratique, ça marche pas dans 100% des cas. Il y a des fois, à cause du circuit autour de la puce, eh bien, ça draine trop de courant pour le programmateur, donc on ne peut pas utiliser ce genre de choses. Mais je vous conseille quand même d'acheter ça parce que ça vous simplifie énormément la vie si vous avez des puces CMS à flasher. Alors cette vidéo n'est pas un tuto complet, hein, comment utiliser ce programmateur et comment le mettre en place, installer les pilotes et puis flasher une puce. Ça rendrait la vidéo certainement beaucoup trop longue et en plus de ça, on s'éloigne un petit peu du sujet qui est de vraiment remettre en place, enfin déféquer cette carte graphique. Donc je ferai une vidéo dédiée prochainement sur, enfin vraiment un tuto dédié sur comment utiliser le CH341 pour flasher des puces d'EEPROM. Donc voilà, cette vidéo n'est pas un tuto sur comment utiliser ce truc-là. Il y a une vidéo prochainement qui arrive pour en parler un peu plus en détail. Ce qui fait qu'on va pouvoir passer directement au flash. Je vais démonter la carte graphique et on va aller se brancher directement sur l'EEPROM. Alors pour vous montrer quand même comment est-ce qu'on fait pour brancher tout ça, pour reprogrammer l'EEPROM, alors d'abord il faut bien sûr enlever le refroidissement de la carte pour accéder au PCB. Ensuite il faut repérer où se trouve l'EEPROM, donc ici elle est juste là sur notre carte, c'est une PMC et la référence c'est 25LQ020. Donc on a besoin de la référence, hein, notez ça quelque part parce qu'on en aura besoin plus tard. Évidemment il y a plusieurs puces comme ça, donc il faut trouver laquelle est l'EEPROM. Alors quand on connaît un petit peu, on sait par exemple que quand ça commence par 25, il y a de grandes chances pour que ce soit une EEPROM. Mais si vous cherchez quelle puce est l'EEPROM, n'hésitez pas tout simplement à taper sur Google ce qui est écrit dessus et vous trouverez tout de suite le datasheet avec tous les détails. Donc ensuite j'ai le programmateur d'EEPROM qui est ici, on va bien sûr y brancher la petite pince qui va nous permettre de la reprogrammer, donc bien sûr dans le bon sens. Ensuite je branche ça en USB sur le PC. Et une fois que c'est détecté, donc on peut brancher la pince sur l'EEPROM en faisant attention où est-ce qu'on vient mettre la broche numéro 1 sur la puce, parce que si on met ça dans le mauvais sens, ça va pas marcher. Et donc ensuite il suffit tout simplement de pincer l'EEPROM. Alors c'est pas facile à faire et à montrer en même temps. Mais voilà, on vient tout simplement pincer l'EEPROM comme ça. Et c'est suffisant pour établir le contact. Maintenant, on n'a plus qu'à passer sur le PC. Alors nous voilà sur le PC, donc on va pouvoir maintenant passer à l'étape de programmation de la puce. Alors pour ça, il va falloir bien sûr ouvrir le logiciel qui va nous permettre de gérer le programmateur. Donc je vous mets le lien dans la description, vous avez un forum, je crois que je ne sais plus où est-ce que c'est disponible, mais vous pouvez télécharger donc un fichier .rar comme ça, dans lequel vous avez de quoi installer donc tous les drivers pour le CH341 et vous avez également le logiciel qui va avec et qui va vous permettre bien tout simplement de pouvoir lire et écrire sur les EEPROM. Dans ce logiciel, donc, on a une fenêtre donc, au milieu principal avec toutes les données en fait, qui sont contenues dans la puce. Donc quand on va lire la puce, c'est là que ça va s'afficher. Alors ici, on a la partie en hexadécimal et à côté, on a la traduction en ASCII. Donc évidemment, comme là, on n'a rien lu ou rien écrit, c'est tout simplement vide, hein, c'est que du FF. Quand on va lire la puce, vous allez voir qu'on va avoir les données qui vont apparaître ici. Sur la barre d'outils en haut, on a tout simplement les outils qui vont nous permettre de lire, d'écrire, d'effacer ou même de vérifier l'EEPROM sur laquelle on travaille. Et sur la gauche, on a de quoi sélectionner justement quel EEPROM on a connecté au programmateur. Donc c'est ce qu'on va commencer par faire, puisque la première chose qu'on va faire, c'est lire l'EEPROM pour récupérer les données qui sont contenues à l'intérieur. L'idée, c'est qu'on va faire une copie du BIOS déjà avant de le remplacer. Alors j'avais déjà fait une copie du BIOS précédemment avec GPU-Z, puisque j'ai même d'ailleurs commencé avant de faire cette vidéo, hein, je l'ai préparé évidemment. Donc j'ai déjà récupéré tout ça. Donc par exemple ici c'est les BIOS qu'on va pouvoir installer. J'ai notamment fait déjà 2 sauvegardes
du BIOS d'origine. Alors c'est le même fichier, j'en ai un .bin et un .rom. Et j'ai également le fichier ici, donc, qui est le gf116.rom, c'est celui qu'on avait extrait dans la vidéo précédente à l'aide de l'outil GPUZ. Donc le logiciel GPUZ, on avait extrait un BIOS. Donc j'ai 3 copies du BIOS d'origine, donc comme ça normalement, s'il y a un problème, on peut toujours renvoyer celui-là sur la carte et au moins on sait qu'il fonctionne. Bon, évidemment, on va quand même le lire ici pour que je vous montre comment ça marche. Donc tout d'abord, on va sélectionner l'EEPROM sur laquelle on travaille. Alors soit on sélectionne à l'aide du menu ici, donc vous sélectionnez le type d'EEPROM, vous sélectionnez la marque. Alors nous, on avait une EEPROM, c'était une PMC, il me semble. Ensuite, vous cherchez quel modèle on a. Soit vous faites le chip search et vous pouvez tout simplement chercher. Donc nous, on avait une 25, c'était quoi, LQ020, je crois. Alors c'est là justement, vous pouvez voir que le logiciel, malgré sa librairie qui contient plus de 500 EEPROM différentes, il ne connaît pas l'EEPROM qu'il y a sur notre carte graphique. Si je cherche donc PM25 LQ0, hop là, 020, il ne connaît pas. Par contre, si je reviens un petit peu en arrière, vous voyez qu'il connaît la LV512, LV010, LV020, LV040, 80, etc. Vous voyez qu'ici, on a notamment une 25 LV020 qui a une référence qui est quand même assez proche de celle que l'on a sur notre carte graphique. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller tout simplement sur Google et qu'on peut chercher pour trouver tout simplement la datasheet de la puce et voir si on a quelque chose d'équivalent. Alors on a la datasheet maintenant qui correspond à notre EEPROM, donc vous voyez qu'on a ici la datasheet pour les 25 LQ020 et 040. On voit que la différence c'est tout simplement l'espace que l'on a sur la puce. On a des puces, donc la 020 qui fait 2 mégabits, la 040 fait 4 mégabits. Si on revient un petit peu à ce qu'on avait là, vous voyez que ça correspond 2 mégabits, 4 mégabits, donc que ce soit LV ou LQ, on a l'air d'être sur deux puces qui sont très similaires. Si on regarde maintenant un petit peu plus en détail, on voit que par exemple la LV020, donc, enfin la LQ020, on est sur du 256K x 8, donc pour obtenir nos 2 mégabits. C'est la même chose que l'on a évidemment sur la LV020. Donc normalement si on sélectionne la LV020, même si ce n'est pas exactement la même référence, c'est des puces qui sont très proches, ça devrait fonctionner sans aucun problème, puisque toutes ces EEPROM en fait sont standards. Donc ce qu'on sélectionne c'est avant tout la taille de l'EEPROM, et puis normalement après la manière dont ça communique c'est à peu près toujours la même chose. Donc si je sélectionne celle-là maintenant et que je fais un detect, vous voyez qu'on a une erreur, donc il nous met quand même un petit message d'erreur, mais si on vient en bas ici, on voit qu'il nous met quand même quelque chose, hein, c'est encore une fois de l'hexadécimal, mais on a écrit 7F9D4211. Ça veut dire quand même qu'il a trouvé quelque chose, puisque par exemple, si je déconnecte mon lecteur d'EEPROM, voilà, donc j'ai simplement déconnecté l'EEPROM sur le programmateur, et maintenant si je fais detect, donc j'ai le même message d'erreur, sauf que là vous voyez que j'ai FF, 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 FF. Donc FF, vous voyez, c'est comme ce qu'on a ici, hein, c'est tout simplement parce qu'on n'a rien du tout. Donc maintenant, si je reconnecte l'EEPROM sur le programmateur et que je relance un detect, vous voyez qu'on retrouve bien les mêmes valeurs, donc notre EEPROM est bien détecté malgré le message d'erreur. Pour en être sûr, maintenant, on a juste à faire un read, donc ça va permettre de lire les données contenues sur la puce. Alors à chaque fois, le logiciel lit 2 fois la puce, une première fois pour récupérer les données, et une deuxième fois pour vérifier que les données qu'il a récupérées correspondent bien à ce qu'il y a dans la puce. Donc il fait 2 lectures pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Et maintenant, on a accès à tout ce qu'il y a de stocké dans l'EEPROM. Donc vous voyez, déjà, ça a beaucoup plus de sens. Et notamment, on a quelques petits trucs qui sont assez intéressants. Alors maintenant, dans les données qu'on a récupérées, on peut décrypter quelques petits trucs dans le début de notre BIOS notamment, puisque évidemment tout le BIOS n'est pas lisible comme ça, simplement avec ma petite fenêtre comme ça et mon éditeur hexadécimal. Donc déjà, on peut voir qu'on a un IBM VGA compatible ici en haut. On a une date juste en dessous. En dessous encore, on a un NVIDIA GeForce GTX 750 Ti. Donc vous voyez que c'est bien une carte qui se fait passer pour une 750 Ti. VGA, et ensuite là on a la version du BIOS, donc version 70.27.33.2h.mf. On a un copyright 2011, enfin non 2011, 1996-2011 NVIDIA, et on a un GK107. Donc GK107 normalement c'est le GPU qui équipe la GTX 750 Ti, alors que nous on l'avait vu dans la vidéo précédente, on a un GF116 d'installé. Après le reste des données on peut pas le décrypter comme ça parce que c'est le BIOS hein, tout simplement, donc c'est pas lisible comme ça directement dans notre fichier, c'est pas en tout cas décryptable facilement. Et si on regarde maintenant un petit peu plus notre BIOS, donc on a des données toutes sur la partie là, alors sur la partie gauche ici vous avez les adresses, hein, et vous pouvez voir que toute la puce n'est pas utilisée. Donc voilà notre dernier caractère, voilà l'adresse d'ailleurs du dernier caractère qui est écrit sur la puce. Vous voyez qu'après tout le reste c'est du vide. Donc le BIOS n'utilise pas l'intégralité de la puce et de l'espace disponible dessus. Donc maintenant ce qu'on peut faire c'est qu'on peut sauvegarder le fichier, donc enfin le fichier le BIOS, ça c'est très important, faites toujours une copie avant de commencer à modifier. Donc sauvegardez-le principalement au format .rom. Moi, comme vous voyez, j'ai déjà fait une copie du BIOS ici, je l'ai appelé fake750ti.rom. Donc faites toujours une sauvegarde avant, ça peut servir. Donc après, vous avez simplement qu'à faire un save et puis vous récupérez les données. Maintenant qu'on a fait une copie du BIOS, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui va tout simplement consister à flasher la carte avec un autre BIOS
pour tout simplement eh bien, la déféquer, hein. Ce qu'on veut, c'est que la carte arrête de se faire passer pour une 750 Ti. Donc on va lui remettre un BIOS qui lui correspond un peu mieux. Enfin en tout cas, c'est pas que le BIOS correspond pas, hein, parce qu'en soi, tout ce qu'ils ont fait en fait, c'est surtout renommer la carte, mais on va essayer de remettre un BIOS qui soit un peu plus adapté et qui fasse en sorte que la carte eh bien, soit bel et bien détectée comme une 550 Ti. Alors en plus de ça, on a une carte qui est un petit peu emmerdante, parce qu'elle est à cheval entre une GT 545 et une GTX 550 Ti, comme j'ai expliqué précédemment. Donc on pourrait essayer d'installer un BIOS de GT 545. Le problème, c'est que la GT 545, c'est une carte mère qui a été réservée principalement aux OEM. Et donc les seuls BIOS que l'on peut trouver, ce sont les BIOS de ces cartes-là, qui sont les cartes avec le design de référence. Et ces BIOS ne fonctionnent pas sur notre carte à nous, il y a trop de différences entre les deux. Donc pourtant j'ai cherché dans toute la collection donc, du site TechPowerUp, hein, qui a une très large collection de BIOS vidéo, et ils en ont pas. C'est-à-dire que si on va dans la catégorie des BIOS Nvidia, et qu'on cherche GT 545, il n'y en a pas. Vous voyez qu'on a GT 520, 530 et on passe directement au 600 et puis avant on passe au 400. Il y en a quelques-uns qui traînent dans la catégorie des BIOS non vérifiés. Le problème c'est qu'il n'y en a que deux et j'ai essayé les deux et les deux proviennent d'une carte avec le design de référence comme celle-là et du coup ça ne fonctionne pas. Alors je sais que certains ont déjà flashé ces cartes-là avec notamment des BIOS de GTS 450, GTS 450, qui sont des cartes assez proches, puisque en fait la génération 500 des GeForce était avant tout un refresh de la génération 400. Donc la GTX 550 Ti 545, c'est assez proche de l'ancienne GTS 450, enfin, de la génération d'avant. Le problème, alors il y en a certains qui ont réussi à faire marcher un BIOS de GTS 450 sur leur fake carte graphique comme la mienne, mais dans mon cas ça marche pas. Enfin, j'ai essayé quelques BIOS de GTS 450 et j'en ai pas trouvé un qui fonctionne. Donc je sais pas trop pourquoi. Après, bon, le problème c'est que c'est assez capricieux, vous allez voir ça notamment juste après. Il faut pas grand chose pour que ça marche pas, mais dans mon cas j'en ai pas trouvé un qui fonctionne. Du coup, je me suis tourné vers les BIOS de GTX 550 Ti, puisqu'il y en a pas mal de disponibles. Vous voyez qu'ici on en a 58 de dispo, donc ça donne pas mal de choix. Ensuite, donc j'en ai essayé pas mal et j'ai remarqué un truc assez intéressant, c'est qu'il n'y a que les BIOS en version 70.26.20.00.00 qui fonctionnent sur la carte graphique que j'ai. Alors c'est vraiment dans mon cas à moi, hein. Si vous avez par exemple une autre fake GTX 750 Ti qui semble être la même, peut-être que ce sera différent pour vous, mais dans mon cas, il n'y a que les BIOS avec cette version-là qui fonctionnent. Donc on peut isoler uniquement les BIOS avec cette version-là, donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, il y en a 19, et voilà, donc j'en ai essayé, vous voyez quelques-uns déjà, et j'en ai trouvé quelques-uns qui fonctionnent. Alors tous les BIOS ne fonctionnent pas, j'en ai trouvé 3 qui fonctionnent sur ma carte. Il y en a un qui vient donc de la Gainward GTX 550 Ti. Donc vous voyez que déjà il faut qu'on ait bien sûr les mêmes sorties vidéo. Celui-là fonctionne. Il y en a un également qui vient donc de l'Asus GTX 550 Ti. Alors attention d'ailleurs avec les cartes Asus parce qu'il y a beaucoup de BIOS qui sont dispo. Vous voyez que tout ça ce sont des BIOS Asus qui sont tous avec la même version. Mais pour autant ils ne fonctionnent pas tous. Celui qui fonctionne c'est celui-là qui a été envoyé le 21 novembre 2011. Celui-là fonctionne et par exemple celui d'en dessous qui pourtant devrait être identique, et ne fonctionne pas sur ma carte à moi, donc je ne sais pas trop pourquoi. Après, il faut faire attention également aux fréquences, hein. Vous voyez qu'ils n'ont pas forcément tous... c'est pas parce qu'on a des BIOS qui proviennent de cartes qui devraient être à peu près similaires que les fréquences ne sont pas les mêmes. Donc celle-là par exemple a des fréquences qui sont assez élevées, 1000 MHz, 1100 MHz pour la mémoire. La Asus a des fréquences un petit peu plus basses et la troisième que j'ai trouvée c'est la Palit, je ne sais même pas comment ça se prononce d'ailleurs cette marque, mais la GTX 550 Ti, donc je palie comme ça, en version Sonic, qui fonctionne également. Donc vous voyez qu'on a encore une fois les mêmes sorties vidéo et on a les mêmes fréquences que sur la première, à savoir 1000 MHz sur le GPU et 1100 sur la mémoire. Et donc ces trois BIOS fonctionnent sur ma carte graphique. Alors évidemment, pour savoir quel BIOS fonctionne, il suffit tout simplement d'essayer, hein. Il faut télécharger le BIOS, vous voyez que c'est dispo ici, vous téléchargez le BIOS, vous le flashez sur la carte et vous voyez si la carte fonctionne ou pas. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, puisque de toute façon on fait déjà de la programmation, on va dire de bas niveau, on est déjà en train de flasher la puce directement, donc même si ça ne fonctionne pas, il n'y a pas vraiment de risque de détruire la carte ou quoi que ce soit, il suffit simplement de la sortir, de la redémonter et de réessayer un autre BIOS. Donc c'est ce qu'on va faire, on va flasher la carte avec un BIOS. Donc normalement j'ai mis ça sur le bureau, j'ai la collection ici des quelques BIOS qui fonctionnent, donc celui de chez Asus, celui de chez Gainward et celui de chez Pali. Donc on va essayer de flasher avec celui-là, le dernier justement. Donc pour ça il faut aller dans notre logiciel pour programmer, donc notre petit logiciel qui va avec le CH341. On va ouvrir le BIOS, donc d'où l'intérêt d'avoir des fichiers qui soient au .rom, .bin, .exe, hein, c'est qu'on peut les ouvrir directement. On l'ouvre. Vous voyez qu'ici, donc c'est le nouveau fichier. Donc vous voyez qu'on a écrit GTX 550 Ti et non plus 750 Ti.
Donc c'est bien le nouveau BIOS. Et à partir de là, on va pouvoir l'envoyer sur l'EEPROM. Pour ça, il y a un mode auto qui est assez intéressant puisqu'il va faire 4 étapes. Il va d'abord effacer la puce, vérifier que la puce est bien effacée, écrire les données et vérifier que les données écrites sont bien écrites justement. Donc vérifier qu'on n'a pas de problème à ce niveau-là. Donc ça c'est assez pratique, ça va faire tout ça d'un seul coup. Sinon on peut le faire évidemment manuellement, on peut effacer la puce comme ça, ensuite on peut vérifier qu'elle est bien effacée, ensuite on peut envoyer les données. Donc on va faire ça directement, on va pas s'emmerder. On fait OK, ça nous demande bien sûr si on est bien d'accord pour effacer la puce. Donc vous voyez que ça se fait en bas là, on a la barre de chargement avec les étapes qui s'affichent. Donc là il est en train d'écrire les données. Donc c'est ce qui est le plus long, il faut que ça envoie toutes les données sur la puce, sur l'EEPROM, sachant que je rappelle, on reprogramme entièrement la puce, du début jusqu'à la fin. Et ensuite, il vérifie que les données écrites sont OK. Et là, normalement, voilà, on a tout simplement un message qui nous dit qu'il a bien lu la puce et que les données correspondent bien à ce qu'on a ici. Donc maintenant, la puce est reprogrammée, l'EEPROM est programmé, le BIOS vidéo est remplacé. On peut fermer le logiciel, débrancher le programmateur et remonter la carte pour la tester dans un PC. Et voilà, j'ai remonté la carte graphique dans le PC, j'ai démarré sous Windows 10 et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne parfaitement. La carte est détectée comme une GTX 550 Ti et non plus comme une 750 Ti, donc c'est déjà beaucoup mieux. Et surtout, ça fonctionne mieux que ce que j'aurais cru. Parce que j'avais un petit peu peur que ça ne fonctionne pas. Comme j'ai dit, il nous manque 2 puces de mémoire vidéo sur le PCB pour remplir les 192 bits. Donc j'avais peur que ça ne fonctionne pas du tout et qu'on ait affaire à un truc qui fasse n'importe quoi. En réalité, ça fonctionne étonnamment bien et c'est notamment intéressant d'aller jeter un œil sous GPU-Z pour regarder quelle quantité de mémoire vidéo on a et surtout le bus vidéo. Puisque sous GPU-Z, on peut voir qu'on a 768 mégaoctets de mémoire vidéo de détecté et un bus vidéo de 128 bits. C'est assez marrant puisqu'on a flashé la carte avec un BIOS qui était fait pour une GTX 550 Ti avec 1 gigaoctet de GDDR5 et un bus de 192 bits. Donc c'est marrant que la carte ait réussi à s'adapter finalement en fonction de ce qu'il y avait d'installé sur le PCB. Ce qui fait que, bon, certes, on n'a que 768 mégaoctets installés, mais ils sont parfaitement utilisables. On peut complètement aller jusqu'au bout, remplir les 768 mégaoctets sans avoir aucun problème. Ce qui d'ailleurs n'était pas le cas avant, puisque je rappelle que la carte était détectée comme une 750 Ti 4 Go, alors qu'en réalité, si on dépassait 1 gigaoctet de mémoire vidéo utilisée, ça faisait planter n'importe quel logiciel. Donc là, au moins, on peut exploiter la carte complètement. Alors ensuite, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça donne niveau performance? Alors j'ai pas fait tourner des jeux ou des choses comme ça sur le PC, j'ai simplement fait tourner le benchmark superposition, histoire d'avoir une idée si la puissance a augmenté ou diminué. Alors le score d'origine avec le PC, le BIOS d'origine de la carte graphique et les pilotes d'une 750 Ti d'installer sous Windows, le score d'origine avec cette configuration était d'environ 3300 points. Avec le BIOS de la GTX 550 Ti Asus et les pilotes d'une 550 Ti installés sous Windows, le score passe à un peu plus de 3900. Donc on a gagné en performance en utilisant le BIOS donc de la carte graphique de chez Asus qui est la plus conservatrice on va dire en termes de fréquence. Maintenant avec les deux autres BIOS que j'ai trouvés qui sont compatibles avec cette... Donc avec les deux autres BIOS compatibles avec la carte graphique, les performances sont un petit peu plus élevées puisqu'ils sont un peu plus poussés niveau fréquence, ils sont à 1000 MHz sur le GPU, 1100 sur la mémoire vidéo, donc c'est plus qu'avec le BIOS de chez Asus. Donc forcément les performances sont un petit peu plus élevées, on dépasse même les 4000 points avec le BIOS qui donne les meilleurs résultats. Ça reste des résultats qui sont moins élevés que ce qu'on aurait avec une vraie 550 Ti puisque le BIOS vidéo n'est que de 128 bits, donc la bande passante entre la mémoire vidéo et le GPU est donc plus faible que ce qu'elle pourrait être si on avait les 2 puces de mémoire vidéo supplémentaires d'installer sur le PCB. Donc c'est mieux que le BIOS d'origine, mais ça peut encore être amélioré. D'ailleurs ça me donne une idée pour une future vidéo, puisque j'ai une ancienne R9 280X, donc une ancienne carte graphique AMD qui est morte, malheureusement le GPU a lâché du jour au lendemain. Par contre dessus il y a de la mémoire vidéo, de la GDDR5 qui serait certainement compatible avec la carte graphique, et vu que les deux emplacements sont libres, peut-être que je pourrais essayer dans une future vidéo de retirer les puces de mémoire de cette carte-là pour les mettre sur la fake 750 Ti et voir si on peut compléter le bus vidéo et gagner encore un petit peu en performance. Ça pourrait même être intéressant d'essayer de faire du SLI. Il faudrait que je récupère une deuxième de ces cartes graphiques fake pour essayer de voir si on peut faire du SLI avec 2 cartes fake. Théoriquement, ça devrait marcher, mais il faudrait que je trouve une deuxième carte pour pouvoir essayer, ça pourrait être marrant. Maintenant, je ne vous recommande pas, bien sûr, d'acheter ces cartes graphiques fake, évitez-les à tout prix, achetez des cartes graphiques de marque. Achetez pas des trucs comme ça no name, on ne sait pas trop d'où ça vient parce que y a des chances pour que ce soit ce genre de carte fake. Également, si vous avez une de ces cartes fake qui traîne chez vous ou que quelqu'un veut vous donner ou vous pouvez récupérer ou quelque chose comme ça peut être intéressant d'essayer de flasher le BIOS pour défaker la carte et gagner même un petit peu au niveau performance. Mais n'achetez pas ce genre de carte, évitez-les à tout prix, bien évidemment. Voilà pour cette vidéo, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire à propos de ça.
Ouais. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, vous abonner, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour découvrir plus de vidéos. Si vous avez des choses à dire, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. N'hésitez pas à aller faire un tour sur utip.io/goodwin pour soutenir la chaîne, la plateforme Utip qui vous permet de soutenir gratuitement la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et n'hésitez pas également à utiliser les liens Amazon qui sont dispo dans certaines de mes vidéos ou dans la chaîne à certains endroits, je ne sais pas trop où, puisque ça permet également de soutenir la chaîne. Voilà, je pense que j'ai rien à ajouter, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.